Est-ce que la Russie prend un malin plaisir à jouer avec les nerfs de l'OTAN? En tout cas, les incidents ou les provocations se multiplient entre Biélorussie et Pologne, vers l'embouchure du Danube, en mer Baltique, ces points de contact entre les blocs adverses. Faut-il s'en inquiéter? On en discute juste après les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors plusieurs signaux nous font penser que la Russie met la pression à l'OTAN en ciblant particulièrement les frontières. Oui, le premier signal nous amène en mer Baltique, cette mer bordée par la Russie et surtout, vous allez le voir, par les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, 3 pays scandinaves également, Suède, Finlande, Danemark, que des pays estampillés OTAN. Moscou vient d'annoncer le début de manœuvres navales baptisées Bouclier océanique 2023. Plus de 30 navires et vaisseaux de combat, 30 aéronefs, 6000 militaires réunis pour 200 exercices comprenant des essais d'armes. C'est conséquent. Pour le ministère de la Défense russe, officiellement, l'objectif est de vérifier la capacité de la flotte militaire russe à défendre les intérêts nationaux de la Russie, sans préciser la durée de ces manœuvres. Est-ce habituel? Oui, ce genre de manœuvre a lieu chaque année, mais cette fois, la Russie n'avait pas pris la peine de prévenir ses voisins. Le timing est délicat dans cette zone. On se souvient que la Finlande vient de rejoindre l'OTAN, la Suède le fera prochainement. Le mystère du gazoduc Nord Stream, c'est aussi en mer Baltique. Bref, c'est le lieu de plus en plus de tensions. Alors, d'autant plus que cet exercice fait suite à un autre signal, quasi immédiatement. Oui, à la frontière avec la Biélorussie, entre la Biélorussie et la Pologne, on sait que la Russie est à la manœuvre dans cette zone. Regardez, d'après le ministère polonais de la Défense, hier soir, 2 hélicoptères militaires Mi-24 et Mi-8 ont violé son espace aérien. Selon Varsovie, il s'agissait d'engins biélorusses qui s'entraînaient près de la frontière avant de survoler le sol polonais à basse altitude, ce qui empêche la détection par les radars. Varsovie affirme, vous allez le voir, qu'ils ont traversé la frontière au niveau de la forêt polonaise de Białowieża et se sont enfoncés sur 3 kilomètres dans le territoire polonais. Rappelons qu'en ce moment, les troupes biélorusses s'entraînent tout près, aux côtés de la milice Wagner, à Brest et à Grodno. On voit effectivement que la zone d'incursion se situe à mi-chemin entre ces 2 villes. Réaction immédiate du ministère des Affaires étrangères polonais. L'incident est perçu comme un autre élément de l'escalade de la tension à la frontière polono-biélorusse. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Biélorussie a été immédiatement convoqué au ministère des Affaires étrangères polonais. En réponse, Minsk nie toute incursion et accuse Varsovie de chercher un prétexte pour militariser davantage sa frontière. Ces accusations sont farfelues et ont été formulées par les dirigeants polonais pour justifier le renforcement des troupes et des moyens à proximité de la frontière biélorusse. S'agit-il d'une erreur humaine de pilotage ou s'agit-il réellement de provocation russe via son vassal biélorusse à destination de la Pologne? Je vous laisserai en débattre. En tout cas, Varsovie prend la menace très au sérieux. C'est la 2e fois en quelques jours qu'elle fait part de son inquiétude au sujet des entraînements biélorusses et wagnériens. Voilà, et de l'autre côté de la frontière, Loukachenko a pris l'habitude, lui, d'ironiser justement sur ces inquiétudes. Effectivement, Alexandre Loukachenko ose quelques traits d'humour. La semaine dernière, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, il lui confiait, je cite, que les Wagnérites commençaient à le stresser et il expliquait, ils veulent aller à l'ouest. Quand je leur demande pourquoi, ils répondent pour faire une excursion à Varsovie et à Rzeszów. Grand seigneur, il ajoutait également, je les retiens au centre de la Biélorussie, comme convenu, je ne voudrais pas les déployer à l'ouest car ils sont de mauvaise humeur. À ce moment-là, on ne savait pas s'il fallait prendre cette déclaration au sérieux. Eh bien hier, Alexandre Loukachenko a précisé ses propos. Pour lui, c'était une plaisanterie, mais écoutez, dans sa bouche, cela ressemble plutôt à une menace. Жешув, я там пошутил, что вагнеровцы между собой пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят? Не простят. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. Par ailleurs, alors que l'on parle toujours de 10 000 miliciens présents sur le sol biélorusse, Alexandre Loukachenko affirme qu'il serait en réalité 30 000
Qu'en est-il? La milice a-t-elle recruté? Eh bien, Evgeny Prigojine a adressé vraisemblablement un message vocal à ses troupes via les chaînes Telegram de Wagner. Dans l'immédiat, selon lui, les rangs sont garnis, la milice est au complet et Prigojine n'a aucun besoin de recruter car ses hommes lui sont restés fidèles et n'ont pas rejoint l'armée régulière russe. Autre information dans ce message qu'il lui a attribué, les formations en Biélorussie vont s'intensifier et quelque chose se prépare à la frontière avec la Pologne. Écoutez. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете находиться с нами на связи, и как только Родине потребуется создавать новую группу, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором. L'Institut pour l'étude de la guerre, toujours très bien informé, affirme d'ores et déjà que Prigojine a ordonné à tout le personnel de rejoindre le camp de Wagner en Biélorussie au plus tard le 5 août pour des événements qu'il dirigera personnellement, sans plus de précision. Alors, troisième signal de la montée des tensions aux frontières de l'OTAN, les événements près du Danube. Oui, ce troisième signal, il nous amène dans le port d'Ismaïl, à l'embouchure du Danube, fleuve qui sépare, vous allez le voir, l'Ukraine de la Roumanie, membre de l'Alliance Atlantique. On voit aussi qu'on n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la Moldavie. La nuit dernière, la Russie a mené une attaque massive, vous allez le voir, dans ce port. Des drones Shahed ont détruit des infrastructures portuaires ukrainiennes, des entrepôts, des silos à grains. 40 000 tonnes de céréales ont été, je cite, endommagées d'après Kiev. Et ce qui est frappant, ce n'est pas tant que la Russie cible à nouveau le grain ukrainien, mais c'est bien que cette fois, cela ne se produit pas aux portes d'Odessa, mais aux portes de l'OTAN. Une manœuvre risquée, puisqu'une erreur de trajectoire ou un drone chargé d'explosifs aurait pu s'écraser en Roumanie, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Dernier signe que Vladimir Poutine porte une attention particulière aux frontières. Un déplacement sur ce thème était prévu à son agenda aujourd'hui. Aucune information ne nous est pour le moment parvenue. Merci beaucoup, Justine. Michel Goyen, on va reprendre tout ça dans le désordre d'ailleurs. On va sans doute commencer par la Biélorussie et cette incursion de 2 hélicoptères. 3 km, c'est beaucoup quand même. Enfin, non, ou peu. Pour des hélicoptères, c'est peu. C'est peu. Pour un hélicoptère, c'est peu. Ça veut dire quelques secondes de vol. Hein, oui. Attention, 3 km, oui, ça paraît une pénétration extrêmement profonde à pied. Mais en fait, c'est quelques secondes. On peut imaginer une erreur sur une frontière qui est aussi importante que cette frontière avec la Pologne. On connaît la tension côté polonais. Oui, exactement. Bon, on peut imaginer effectivement une erreur de pilotage. Hein, ça, c'est tout à fait possible. On peut imaginer peut-être recherche de renseignements. Il y a des exercices polonais pas très loin. Bon, ou on peut imaginer un signal, mais le problème du signal, c'est qu'il faut qu'il puisse être interprété, quoi. Donc là, on ne voit pas très bien quel serait le message transmis. Mais il faut bien comprendre, si on revient à la base, c'est qu'il y a 3 niveaux d'affrontement entre des États. Il y a la confrontation, sous le seuil de la guerre ouverte. Il y a la guerre ouverte, c'est la même chose, plus les combats, et puis il y a la guerre nucléaire. Bon, actuellement, donc l'Ukraine et la Russie sont évidemment en situation de guerre, mais l'OTAN et la Russie sont en situation de confrontation et veillent bien. Alors, ça veut dire qu'on s'oppose. On s'inflige des sanctions économiques, on essaie de faire pression l'un sur l'autre de différentes manières, mais en prenant soin d'éviter de franchir le seuil de la guerre. Et pour l'instant, depuis le début de la guerre, moi ce qui me frappe, c'est en réalité plutôt la modération de part et d'autre, le contrôle afin d'éviter autant que possible des incidents qui pourraient aller trop loin. Donc il y a des choses qui se passent à la frontière, incontestablement, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il faille les interpréter comme des éléments de confrontation, des messages qui sont portés. La frappe en Roumanie, c'est certainement dans un autre cadre. Ça, c'est peut-être effectivement une erreur. Dans la mer Baltique, c'est peut-être simplement une démonstration de force. Bon, donc il y a une prudence de part et d'autre. De part et d'autre, on ne veut pas incontestablement s'engager plus loin, s'engager trop loin. Et j'y reviens, on peut aussi, malgré tout, envoyer des messages à l'autre
Mais il faut que le message soit un peu clair, quoi, quand même. Oui, alors, En effet, les hélicoptères auraient pu être abattus, ce qui aurait provoqué quelque chose de beaucoup plus grave. Un avion russe a franchi l'espace aérien turc pendant quelques secondes, il a été abattu. En 2015. En 2015. Et Erdogan, il ne s'est même pas excusé par ailleurs. À l'époque, la Russie avait fait une crise d'hystérie absolument énorme. Ils avaient interdit, je sais pas, les exportations de produits alimentaires turcs. Ils avaient essayé d'interdire aux Russes d'aller en Turquie. Mais rien ne s'est passé. Après, la Russie, elle a tout simplement avalé ça. La Russie a été assassiné quand même aussi à Istanbul. Il faut quand même le rappeler. On se souvient à l'époque que les chaînes de communication du Kremlin, parce qu'on ne peut pas les appeler des médias, avaient critiqué violemment Erdogan en le traitant de, je les cite, de Hitler du XXIe siècle. Oui, c'était vraiment une hystérie totale. Et en effet, finalement, le Kremlin n'a rien fait. D'ailleurs, je m'en souviens, Poutine... Ils s'asseyaient ensemble en négociation. Exactement. D'ailleurs, je m'en souviens, Poutine utilisait la même formule que pour Prigojine, poignarder dans le dos. En fait, il y a deux personnes qui l'ont poignardé dans le dos, c'est Erdogan et Prigojine. En fait, ce sont deux personnes qui ont usé des forces contre le régime de Vladimir Poutine, contre Vladimir Poutine, finalement. Et ce sont les deux personnes qui s'en sortent le mieux. Bon, en tout cas, cette incursion, et je vais vous laisser la commenter dans un instant, Vincent Hugeux, fait beaucoup parler côté polonais. Bien sûr, on sait à quel point la Pologne est sensible, va doubler son budget militaire, veut se doter de la première armée européenne. Écoutez Morawiecki, le Premier ministre polonais. Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Po co to zrobili? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Voilà, parce qu'il y a les hélicoptères, mais il y a Wagner, bien sûr, c'est encore un autre sujet. Bref éclairage sur la référence que le Premier ministre polonais, donc Mateusz Morawiecki, fait de Suwałki. C'est une allusion au corridor de Suwałki, qui est ce goulet d'environ 85 km qui est enchâssé entre la Pologne et la Lituanie et qui relie le territoire biélorusse et la fameuse enclave de Kaliningrad, qui est sous souveraineté russe. Donc c'est effectivement un point sensible. Cela posait 100, voire 200 ou 500 Wagner, même s'ils s'approchaient de ce corridor ou de la frontière polonaise plus précisément, ne suffirait pas à infléchir le rapport de force ni le cours de la guerre. Évidemment, il faudrait pour cela qu'ils soient dotés bien d'autres moyens beaucoup plus lourds, etc. Mais ça dit effectivement, vous avez raison, la sensibilité de Varsovie en la matière. Loukachenko nous confirme au passage, je reviens à la séquence de début, qu'il a entrepris sur le tard une carrière de clown et de comique troupier. Il aime beaucoup maintenant manier la plaisanterie. On se souvient du récit qu'il avait fait de sa médiation réelle ou supposée entre le Kremlin et Prigojine, l'homme de Wagner, qui était aussi, comme ça, jalonné de petites touches humoristiques. On pensait que celui qui avait commencé sa vie dans une carrière d'amuseur et de fantaisiste, c'était le président Zelensky. Eh bien non, à l'évidence, Loukachenko est un rival. Plus sérieusement, une anecdote me paraît assez significative sur Wagner et cette volonté permanente de tester. Parce que l'histoire de la violation de l'espace aérien, que ce soit un hélicoptère ou un avion, voire parfois un avion de ligne, eh bien, ça peut être un test du niveau de défense et de vigilance de l'adversaire. Ça peut être une occasion d'essayer de recueillir du renseignement, quitte à ensuite invoquer l'erreur de pilotage pour se désengager et éviter l'escalade. L'anecdote est la suivante, elle tient en peu de mots. Une journaliste ukrainienne parfaitement russophone a, via une application de rencontre, réussi à joindre un combattant de Wagner qui se trouve dans la base principale des musiciens, comme on les surnomme là-bas, au Bélarus. Et les Wagnerites a évidemment fait étalage de sa virilité incomparable, etc., etc., et a fini par lui dire que leur destination prochaine, c'était ou la Pologne ou l'Afrique.
ça participe de la même stratégie de tension, si vous voulez. Mais encore une fois, je pense que le chiffre qui est avancé, 30 000. de 30 000, en tout cas au regard des experts que j'ai pu consulter là-dessus ces derniers jours, est assez fantaisiste. Je pense qu'il est très exagéré. Alors, Loukachenko vous plaît, donc on va l'écouter à nouveau parce qu'il répond en quelque sorte au Premier ministre polonais sur la question de ces 100 Wagnerites qui seraient juste à côté de la frontière polonaise. Дают опыт, и вдруг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных. Voilà, alors en tout cas, pas très cohérent. Ils sont pas là, mais en fait, ils sont peut-être là, mais ils sont pas là, mais ils sont peut-être là. Oui, alors pour développer un tout petit peu la métaphore des Vincent sur le clown, enfin, ça fait penser plutôt quand même à un personnage type de film d'horreur américain, vous voyez, le clown psychopathe. Hein, c'est ce qu'il a toujours été, hein, par ailleurs, même au début de sa carrière. Hein, parce qu'il faut rappeler que c'est un dictateur extrêmement sanglant qui n'hésite pas de tuer ses opposants, parfois lors de manifestations ou suite à des manifestations, par centaines, et il le fait depuis 30 ans. Qu'est-ce que fait Loukachenko? Loukachenko, bien sûr, il joue un jeu là-dessus. Par ailleurs, il continue d'humilier Vladimir Poutine, parce que souvenez-vous, hein, il continue d'insister que lui, il tient très très bien les Wagner, hein, pas comme ses forces armées russes, hein, pas comme ce Vladimir Poutine qui a dû se coucher et recourir à sa médiation. Donc il continue son jeu, il profite, enfin comme un psychopathe finalement, comme un sociopathe, et il continue d'humilier Vladimir Poutine alors qu'il est dépendant de Vladimir Poutine. Il continue de menacer l'Europe alors quand même, que voilà. Oui. Mais ce qu'il faut retenir, bien sûr qu'il cherche à ridiculiser les Morawiecki, mais c'est Morawiecki qui est vraiment le plus proche de vérité. Alors je reviens vers ce qu'avait dit Goya tout à l'heure. Exactement, excusez-moi. Bien sûr que pour l'instant, tout ceci, ce sont des opérations, enfin des signaux, une sorte de guerre de nerfs pour mettre la pression, désorienter un tout petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas exactement dangereux. Le seul danger qui puisse réellement exister, c'est s'il y a effectivement des hommes entraînés, des forces spéciales au sein de troupes Wagner. Et eux, bien sûr qu'ils ne vont pas attaquer la Pologne. Ce n'est pas réaliste. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent essayer de rentrer de manière discrète sur le territoire polonais et mener des opérations de sabotage. D'ailleurs, sur le territoire polonais comme sur le territoire ukrainien. C'est ce que suggère le Premier ministre polonais. C'est là où réside leur danger principal. Et attention, ça peut être assez méchant et assez sensible si on parle, par exemple, des infrastructures critiques ou autre chose. D'autant plus que ça sera un peu difficile de prouver qui est l'auteur de ce sabotage par la suite. Mais je fais quand même confiance à l'armée polonaise. Je pense qu'ils sont prêts, ils regardent de près ce qui se passe, ils sont prêts à accueillir les Wagnerites. Oui, parce que Prigojine, beaucoup d'experts l'ont dit ces derniers temps, pourrait retrouver son rôle traditionnel de déstabilisateur. Hein. Il l'a fait avec des fermatrolles et de la désinformation, il l'a fait aussi en Afrique avec Wagner. Pour être ça, sa nouvelle feuille de route, non? On voit que le spectacle finalement continue. En effet, on a parlé de clown. Prigojine a quand même attaqué 2 villes russes. Il a pris 2 villes importantes de la Russie, Rostov et Voronezh. Prigojine a quand même abattu des hélicoptères de l'armée russe et un avion de l'armée russe. Il a tué des soldats russes sur le sol russe. Il a essayé de marcher sur Moscou. Alors, est-ce que c'était une tentative de coup? Est-ce que c'était un rapport de force? Maintenant, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. On voit que c'était un règlement de compte avec Poutine. Et on voit que Prigojine, malgré tout cela, il est toujours là. Il est dans le jeu, comme on le dit. Il n'a pas du tout été éliminé comme certains le pensaient. D'ailleurs, il n'a pas du tout essayé de renverser Poutine. Il ne l'essaye pas et il ne l'essayera probablement pas parce que certains quand même pensaient qu'il allait le faire et on voit que ça a été une erreur. Mais vous l'avez très bien dit et le Premier ministre polonais en a parlé.
il y a cette tentative de déstabilisation. Et en effet, il y a cette tentative de déstabilisation à la frontière et il y a aussi ces tentatives de déstabilisation à l'intérieur même de l'Union européenne. Et je vous invite à lire le rapport du Parlement européen récemment qui est sorti donc sur la désinformation et sur l'ingérence étrangère en amont des prochaines élections européennes de l'année prochaine. C'est extrêmement alarmant. On sait que Prigojine a dû se séparer de son usine de trolls à Saint-Pétersbourg, mais on sait aussi que cette usine de trolls a été reprise par le Kremlin, qu'il prépare des attaques massives de désinformation et d'ingérence sur le territoire de l'Union européenne. Donc je lance un appel d'alerte quand même, un signal d'alerte pour les prochaines élections européennes. Et notamment, on sait qu'il n'y a plus Russia Today, il n'y a plus Sputnik, notamment en France, mais des gens qui ont été salariés de ces chaînes de communication du Kremlin, on peut très bien imaginer qu'ils se préparent aussi à lancer des attaques à l'occasion de ces élections. Nous devons être très vigilants par rapport à cela. Juste un petit mot. Alors, Wagner, Biélorussie, il est évident que ça n'obéit en rien à Loukachenko. Oui. Il faut être clair là-dessus. Ça obéit soit à Poutine, soit à Prigojine. Et d'ailleurs, cette ambiguïté est à la fois un atout, a toujours été un atout, et un inconvénient pour le Kremlin. L'atout étant que s'il se passe quelque chose, Wagner fait quelque chose, on peut toujours nier et dire que c'est une initiative personnelle. Il faut quand même rappeler que le plus grand incident, on parlait un peu de la Syrie tout à l'heure, mais le plus grand incident qui a eu lieu entre des pays de l'OTAN et la Russie, et particulièrement avec les États-Unis, a eu lieu en Syrie en 2018. Vous avez quand même un bataillon de Wagner qui a attaqué des forces américaines et qui a été écrasé évidemment dans la foulée. Et à cette occasion, l'armée russe avait complètement lâché Wagner, avait communiqué directement avec les Américains en disant attention, on n'est pas du tout responsable de ce qui s'est passé. Et c'est une des raisons, c'était un peu le grain de la discorde. C'était le début de la discorde entre Wagner et l'armée russe. Oui, vous avez raison de le rappeler, effectivement. Vincent Hugeux. Très bref tentative de décryptage du dernier propos de Loukachenko que l'on entendait à l'instant. D'après des sources à la fois occidentales et biélorusses, il envisagerait de faire d'une partie du contingent de Wagner le noyau dur d'une nouvelle forme de mobilisation dans sa propre armée, les fameux kontraktniki, c'est-à-dire en faire des contractuels par opposition aux conscrits, dont il connaît les sorte d'armée privée lui aussi, quoi. Donc ça, c'est une hypothèse qui, semble-t-il, est en cours de réflexion à Minsk. Et puis, deuxième remarque très rapide également, toute cette série de provocations, de tests aussi, a sans doute aussi vocation à faire diversion pour, en quelque sorte, éclipser la centralité de ce qui se joue en termes de contre-offensive sur le secteur Bakhmout, Donetsk, Zaporijjia et évidemment dans la partie sud de l'Ukraine. Effectivement. Alors, parlons d'un autre sujet, Biélorussie, Pologne. Michel Goya, on a, je crois, grâce à vous, bien compris. Il y a aussi ces bombardements qui ont lieu quasi tous les jours, non loin du Danube. On va revoir, alors on voit évidemment dans le port d'Ismaïl ces bombardements. Il y a eu bombardements quasi quotidiens qui touchent d'ailleurs des infrastructures portuaires et notamment pour le transport de céréales. Il n'y a absolument aucun hasard. 40 000 tonnes encore de céréales qui ont été détruites. Bon, on va le voir sur la carte, on est juste à côté de la Roumanie, évidemment, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. À quoi ils jouent là, les Russes? Parce que une erreur de réglage pourrait avoir des conséquences invraisemblables. Un incident diplomatique très important. Je pense que c'est une nouvelle forme de blocus. Il faut quand même revenir un peu en arrière. Dès le début de la guerre, les Russes avaient instauré un blocus en approchant la flotte de la mer Noire, leurs navires, près des ports, et en particulier d'Odessa. Et ils avaient, quand même le rappeler aussi, cet événement assez extraordinaire, quand même attaqué différents navires céréaliers, qui, il faut le rappeler aussi, ne sont pas ukrainiens. Ce sont tous quasiment tous, des navires étrangers, de différents... Turcs, souvent. Exactement, beaucoup de Turcs, effectivement. Donc ils ont frappé des navires de nationalité, j'allais dire neutre, ce qui est évidemment totalement illégal. Mais ça avait suffisamment effrayé ces armateurs, qui sont des armateurs privés aussi, il faut le rappeler, et leurs compagnies d'assurance pour bloquer finalement toutes ces flottes dans les ports. Maintenant, on est dans une situation où les navires russes ne peuvent plus s'approcher des côtes, trop dangereux, trop dangereux pour eux. Donc il s'agit pour eux de me faire une sorte de blocus à distance. Et on voit bien déjà qu'ils n'arrivent même pas... donc il y a déjà des navires qui arrivent jusqu'au Danube, ce qui est déjà nouveau, et une partie du trafic céréalier s'effectue par le Danube,
ou après les transformer en camions. Pour éviter de redescendre vers la Turquie, le détroit du Bosphore. Redescendre. Et donc là maintenant, il s'agit d'essayer de bloquer ce trafic par le Danube. Et bien évidemment, comme vous l'avez souligné, l'inconvénient c'est on est vraiment en limite de frontière. Et là, on joue effectivement un petit peu un jeu dangereux. Surtout quand on connaît la précision très aléatoire de certains projectiles russes. Et on pourrait très bien imaginer, oui, qu'il y ait des frappes qui tombent en Roumanie, qui est juste à côté. Oui. Et là, on monterait certainement d'un cran, incontestablement, dans l'échelle des incidents et dans l'escalade. Oui, ça fait réagir Vincent Hugues, bien sûr. Oui, écoutez, d'abord, cet épisode-là devrait enfin dessiller les yeux des derniers candides qui ne veulent pas admettre que Poutine a décidé d'utiliser l'arme du chantage céréalier, quoi qu'il en coûte. 40 000 tonnes endommagées, c'est presque autant que le maximum promis dans son immense générosité aux partenaires africains qui étaient réunis à Saint-Pétersbourg. Voilà et 60 000 tonnes à Odessa il y a 2 semaines. Hein. Et j'observe que Kiev a eu l'habileté de souligner que tout ou partie de cette cargaison-là était destinée à, je vous le donne en mille, Israël, mais la Chine et plusieurs nations africaines. Manière de dire quand même, comprenez-vous enfin maintenant qu'il y a une destruction nette d'un potentiel céréalier qui est absolument crucial pour éviter la flambée des cours et des risques de famine dans plus d'un pays qui pourtant se montre perméable à la rhétorique anti-impérialiste de Moscou. Oui. Marianne, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Plus que provocation, cette fois-ci, ce sont plutôt des tentatives désespérées d'instaurer et de maintenir cette espèce de blocus, du moins commercial. Alors même qu'on a vu que ça ne marche pas réellement, ou en tous les cas pas entièrement, parce qu'il y a plusieurs navires qui continuent de passer et qui chargent le blé. Donc là, ce sont des tentatives plutôt désespérées pour imposer sa loi et sa volonté. Et là, en effet, la Russie, elle joue un jeu très dangereux parce qu'une fois ça passe, on peut faire valoir une sorte d'erreur de frappe, l'imprécision. Et soyons, encore une fois, rassurons nos téléspectateurs, hein, ce n'est pas parce qu'une erreur se produit une ou deux fois que cela crée une guerre. Non, pas du tout. Par contre, si après cela, la Russie continue à persévérer, à jouer à ce jeu, et si elle frappe plusieurs fois sur le territoire roumain ou sur les navires roumains, là, ça peut devenir vite problématique, en effet. Oui. Et moi, je pense que ce sera plutôt problématique pour la Fédération des Russies, hein, pour le coup. En quelques mots, parce qu'on va aborder la mer Baltique aussi. Une ultime remarque. Il y a eu, à l'évidence aujourd'hui, un échange téléphonique aigre-doux entre Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et Poutine à ce propos. Pour une raison aussi assez simple, c'est que en dénonçant unilatéralement l'accord céréalier, parrainé par les Turcs, Poutine a mécaniquement privé Erdogan d'un levier d'influence considérable, et pas seulement vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine.